on a ce matin croisé un grand nombre de thématiques autour de l'imprimé, certes, mais pas seulement, avec des questions qui concernent à la fois celle de la circulation des images ou de la circulation matérielle des objets, celle qui concerne la consomption des valeurs à travers des phénomènes d'une part de vulgarisation, d'autre part de reproductibilité. Et il est certain que les organisateurs de la journée ont réussi à rassembler ici des interventions toutes extrêmement stimulantes qui en même temps ouvrent des pistes qui sont assez diverses et assez variées. Je ne me hasarderai pas à dresser donc une synthèse de cette matinée qui me semble probablement ouvrir trop largement pour qu'on puisse la ramener à quelques conclusions bien spécifiques. Peut-être une question pour commencer pour Richard Wittmann. Dans cette présentation sur ces 3 revues, au fond, l'album romain apparaît tout à fait dissymétrique par rapport aux 2 autres et ouvre, c'est ce que j'ai compris, un peu des pistes de lecture sur une forme de résistance ou de tentative du milieu romain de paraître moderne alors qu'il n'est pas vraiment, étant donné que les travaux actuels portent notamment sur la reconstruction d'un grand édifice romain. Donc, dans quelle mesure, au fond, cette présentation de 3 revues qui semblent égales mais qui, à la fin, ne le sont pas du tout, c'est un peu la conclusion de cette présentation, dans quelle mesure est-ce que ça construit au fond, un statut culturel de Rome dans l'Europe de cette époque, une spécificité du statut culturel de Rome dans cette époque? Ça va être peut-être mieux si je réponds en anglais. Maybe it would be better if I speak in English again. Well, I think obviously Rome does have a completely Oui, bien sûr, je pense que Rome a un statut assez complexe et particulier à cette époque. Et moi, ce que j'essayais de montrer, c'était que dans ces contextes extraordinairement différents, les mêmes images étaient utilisés pour des buts à la fois identiques et différents, c'est-à-dire similaires en termes de contexte, c'est-à-dire à des visées philanthropiques ou pour répondre à différents besoins. Et en même temps, il y a un sentiment différent de faire des bâtiments divertissants, ce qui finalement le vide de son contenu authentique, les vide de leur contenu authentique. Donc Rome se situe dans un contexte différent, mais ce qui est intéressant dans l'histoire de ces 3 journaux, c'est que même dans cette différence, ils ont participé à au fait que ces bâtiments sont devenus des biens. On n'a pas un temps énorme, donc peut-être on va prendre. Je ne vais pas monopoliser les questions dans la salle. I'm not going to ask all the questions because we don't have much time left, so it would be great to have questions from the audience. Good morning. It's a question for Richard Wittmann. As you come from the United States, how were the magazines in the United States at that time compared to the 3 examples you gave? Je ne connais pas grand-chose sur les magazines là, mais je sais que Penny Magazine utilisait leurs propres stéréotypes. Comme Knight le disait, il y avait une taxe sur les matériaux d'impression et donc plutôt que de transporter les stéréotypes, ils le faisaient eux-mêmes. Donc il y avait un magazine qui coûtait un penny qui était imprimé à New York. Mais finalement, je connais moins bien le contexte américain que le contexte européen. Désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
questions? Are there any other questions? Hi there, Richard. Another question for you. Une autre question pour Richard. Vous savez, à la Renaissance, désolé de vous ramener à la Renaissance, mais est-ce qu'on a fait des gravures de la même façon de Sebastiano Olvano, par exemple? Et est-ce que c'était pour des raisons de copyright? De droit d'auteur. Je ne pense pas que les autorités romaines pratiquent un droit d'auteur. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de coopération internationale sur ces questions de droit d'auteur. Je pense que les gouvernements des pays du Nord qui produisaient le magazine pittoresque ou le magazine, même leur gouvernement à eux, se moquait un peu de la façon dont le pape faisait son spectacle d'une certaine façon. Et donc, je ne pense pas qu'il y avait dit de notion de copyright. Et je pense que la Société pour la diffusion des connaissances utiles aurait eu du mal à leur faire un procès, pour faire un procès à l'album. J'ai une question pour le professeur Armstrong. Vous avez dit que Napoléon III était bien considéré par la presse et vous avez dit que dans le Builder un peu plus loin que Haussmann se comportait en autocrate. Est-ce que vous pouvez parler plus de la réception d'Haussmann dans la presse britannique? Oui, c'est assez remarquable cette distinction et vous avez parfaitement saisi cette disparité entre la manière dont on parle de Napoléon III qui est vraiment, c'est pas une sélection, c'est presque tout comme ça dans ces deux revues. Alors je ne peux pas parler d'autres revues, mais dans ces deux cas, c'est Napoléon III qui est une sorte de génie. Et ça prend seulement quelques mois après le coup d'État pour que les Anglais se calment un peu parce qu'on avait peur qu'il avait l'intention d'envahir l'Angleterre. Mais après tout, c'était un grand anglophile, ce qui jouait très bien. C'est très clair que l'appareil de presse autour de lui était remarquable, je crois. Haussmann, par contre, on note le moment où il est nommé préfet. Et c'est un paragraphe, on n'a rien à dire à propos de lui parce que c'est un inconnu. Et il est vu comme l'exécuteur, et c'est lui qui est lié dans les années 60 avec les comptes des constructions. Et les Anglais ne comprennent pas les comptes, ils le disent, que les comptes, quand ils sont publiés, ne sont pas clairs, nous ne pouvons pas les comprendre, mais quand même les résultats sont très clairs. Et Haussmann, effectivement, est vu comme celui qui est... S'il y a des problèmes, c'est lui. Et c'est comme ça qu'il est perçu. Mais il y a aussi des moments où, c'est sans doute une blague, que le Builder, avant que ça devienne très clair qu'il y a des problèmes en 1868, disent que nous avons des travaux pour Haussmann s'il veut venir chez nous. Et alors, c'est une blague, évidemment, et c'est assez clair que ce qui s'est passé, c'est qu'à Londres, ils ont résolu certains problèmes d'administration, c'est-à-dire qu'ils ont réuni ensemble toutes sortes de différents organismes en 1855, et que ça a pris quelques années seulement pour mettre ensemble tout un projet pour Londres. Alors, ils ont résolu le problème de ne pas avoir un Haussmann avec une administration. Mais oui, vous avez bien saisi cette distinction et c'est assez net dans ces deux journaux. Pour continuer, il y a un groupe de journaux qui a invité Haussmann à Rome et Haussmann a répondu qu'il devait écrire ses mémoires. Je peux conclure en disant qu'il y avait un reportage quand Haussmann a démissionné ou a été rejeté, où il a fait un discours public qui a été traduit en anglais.
Et là, c'est l'inverse des Anglais, c'est-à-dire qu'ils admirent comment les choses fonctionnent en Angleterre et qu'est-ce que c'est difficile d'être un administrateur en France. On est toujours confronté avec des critiques, etc. Et puis, est-ce qu'il était démissionné ou il était en tout cas rejeté, il trouvait ça dur. Et bon, les Anglais s'intéressaient à ce moment dans son carrière. Merci beaucoup à tous les orateurs. Un des thèmes qui est sorti et qui lie toutes les interventions, c'est la question de la couleur. Est-ce que vous voulez bien quelqu'un parler de la couleur dans dans les moulages, pour ce qui se passe dans la présentation de Marie ou dans les journaux imprimés, bien sûr. Oui, la couleur est très importante dans le renouveau de la peinture à la cire, puisque c'est par, à mon sens, la redécouverte de la polychromie sur les monuments antiques, qu'on pensait blancs autrefois, que va se développer cette vogue de peinture monumentale à l'encaustique. Et je pense que les deux sont vraiment conjointes. C'est un ensemble de recherches qui se fait. Alors j'ai parlé des recherches parisiennes, mais c'est des recherches qui se font aussi beaucoup en Italie. Et les premières peintures monumentales à la cire sont faites justement à Naples, juste à côté de Pompéi, par Ackert, un peintre allemand qui avait redécouvert donc la couleur de l'Antiquité. Avec Naples. Oui, je pourrais ajouter quelque chose pour ce qui concerne les moulages. Et bien sûr, ça a tout à voir avec la couleur, mais de façon très différente. Par exemple, au Trocadéro, qui avait une grande influence internationalement. L'idée, c'était de garder une couleur assez monotone pour qu'il ne ressorte pas trop et pour qu'on puisse trouver toutes les ressemblances, les affinités, etc. Mais il y avait d'autres stratégies qui avaient cours. Et par exemple, quand on a relogé le Crystal Palace à Sydenham ou quand on a mené toutes ces expériences en essayant de retrouver les couleurs de l'Antiquité et de l'architecture médiévale. Là, c'est une démarche tout à fait différente qui a eu lieu pour essayer de ressembler le plus possible à ce qui était authentique. Donc on a essayé de faire en sorte que le plâtre ressemble au monument tel qu'il était à cette époque-là. Donc oui, la couleur, c'était vraiment le signifiant pour proposer différentes théories sur l'histoire et en réalité sur l'historicité des bâtiments et la façon dont la couleur change, par exemple, sur les monuments avec le temps. Donc il y a évidemment différentes façons de montrer le temps dans des galeries. Dans les 3 journaux dont je parlais tout à l'heure, une des images qui apparaît dans les 3 de façon étonnante, c'est une reproduction en pleine page de 4 mères de Quincy sur le Jupiter olympien, où on voit une vision de 3 quarts. Et votre commentaire me fait penser que ce serait intéressant de comparer les 3 articles, puisque je ne l'ai pas encore fait pour cet article, mais cette image avait presque 20 ans à cette époque-là. Et les journaux ont paru juste après le débat sur la polychromie.
that debate were presented to a Et les résultats de ce débat avaient été présentés au lectorat qui qui était une chose qu'ils ne faisaient pas très souvent dans ces journaux. Mon intervention, c'est un minuscule fragment de tous les articles sur Paris pendant cette période. Et les Anglais étaient sensibles à des détails remarquables, des détails de son dans la ville, par exemple. Mais à propos de couleurs, vous pouvez imaginer les débats anglais quand il s'agissait d'individus qui connaissaient l'art français et qui connaissaient bien l'art anglais, parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Il y a des gens qui juste disent qu'ils aiment certaines choses. Les Anglais pensaient qu'ils avaient un meilleur sens du couleur des matériaux de construction. Leur néo-gothique exploitait les différences de couleurs, tandis qu'en général, la ville de Haussmann était monotone et uniforme, blanc. Par contre, le bâtiment capital de couleur, c'était l'Opéra. Et je ne vais pas dire grand-chose puisqu'on parle de ça cet après-midi, mais là, c'était vu comme un essai très savant de couleurs de matériaux, encore, mais aussi une combinaison de décors peints et sculptés, etc. Ils étaient au courant des peintures dans les églises, par exemple, mais ils ne décrivent pas le technique, ce qui m'intéresse. D'habitude, ils contrastent peinture en huile, ça c'est français, c'est sombre, c'est plein de sang et de violence, peinture anglaise, tandis que l'aquarelle, anglais, subtil, etc. Voilà.